Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte. Alors là, pour cette longue série de vidéos, on fait la boîte investigateur pour le cycle aux confins de la Terre. Cette semaine, on fait les investigateurs et aujourd'hui le truand. Alors les images ne sont toujours pas sur le CG Builder en français. L'investigateur en lui-même montrait Jack, l'archéologiste, 1 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 5 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, trait voyageur, réaction, à la fin de votre tour, si vous avez commencé ce round une location, si vous avez commencé ce round à une connexion de distance de votre lieu actuel, soit vous gagnez une ressource, soit vous piochez une carte. Si vous avez commencé ce round à 2 locations ou plus de distance, faites les deux à la fois. Enfin, gagnez les deux à la fois. Signe des anciens plus 1, si vous avez commencé ce round à un lieu ou plus de distance de votre lieu actuel, gagnez une ressource ou piochez une carte. Le verso, le classique pour cette boîte, 30 cartes, carte truand de niveau 0, carte chercheur de niveau 1 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes chercheur de niveau 0. Et exigence de deck, fidèle fouet, secret enfoui et une faiblesse de base au hasard. Alors déjà on va parler de ses stats. 1 en volonté, c'est ce qui se fait de plus bas chez les truands et de façon générale. Mais bon, moi je trouve qu'on arrive à contourner ça. 4 d'intelligence, c'est bien. Ça donne envie de le spécialiser dans la découverte d'indices. 2 de force, il faudra pas qu'il gère les ennemis avec sa force. 5 d'agilité, c'est génial. 5 d'agilité, ça va être une façon de gérer les ennemis. Et l'agilité les truands peuvent se servir de leur agilité pour améliorer leurs enquêtes. On en parlera plus tard. 8 points de vie, 6 points de santé mentale, c'est assez standard. Et sa réaction fait que vous voulez vous déplacer au maximum. Vous voulez ne pas rester statique. Vous déplacez d'un lieu pendant le round une ressource ou une carte à la fin du tour. Et si vous déplacez d'au moins 2, c'est une ressource et une carte. Alors la pioche, c'est très bien. C'est très bien pour arriver plus vite à ces bonnes cartes. Et les ressources, ça aide à payer les cartes et ça peut permettre d'envisager de se diriger dans un archétype truand friqué. Signe des anciens, plus 1, comme je le dis toujours, le modificateur négatif du signe des anciens, on s'en plaint jamais. Tant qu'on n'a pas de modificateur négatif sur un signe des anciens, y a pas grand chose à en dire. Et si vous avez commencé le round à un lieu de distance ou plus de votre lieu actuel, de nouveau gagnez une ressource ou piochez une carte. Donc il va naturellement piocher ou générer des ressources en fonction de ce qui convient le plus à vos besoins du moment. Et oui, bien évidemment, je disais tout à l'heure, 4 d'intelligence et 5 d'agilité, ça sera bien pour enquêter. En plus de ça, quand il gagne de l'expérience, il peut l'investir dans des cartes chercheurs, qui sont a priori bien pour l'enquête. Et une dernière remarque, 5 en agilité, c'est-à-dire qu'il va être bon en évasion. Sa capacité fait que vous êtes incité à vous déplacer, donc la combinaison des deux fait que vous êtes incité à échapper à votre ennemi, puis vous déplacer et ne plus avoir à soucier de cet ennemi. Voilà, ce qui semble assez bon pour du solo. Alors, son fidèle fouet, un soutien qui coûte 2 icônes d'agilité, une icône libre, ça occupe un emplacement de main, trait, objet, arme et corps à corps, rapide, deck de montrer Jack uniquement, action combattre, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force, si cette attaque est réussie,
vous pouvez incliner le fidèle fouet pour soit échapper automatiquement à l'ennemi attaqué, soit infliger plus un dégât pour cette attaque. Bon, sa carte signature est donc une carte de gestion des ennemis. Gestion des ennemis à l'agilité. Donc sa compétence la plus élevée. Voilà, donc a priori cette carte-là lui l'aidera à bien réussir ses tests contre les ennemis. Si c'est un ennemi qui a 1 point de vie, si l'attaque est réussie, voilà, il est vaincu. Un ennemi qui a 2 points de vie, on peut penser que vous choisirez probablement de faire le plus un dégât, comme ça l'ennemi est vaincu. Si c'est un ennemi qui a 3 points de vie ou plus, vous choisirez l'évasion. Si l'ennemi n'a pas chasseur, une fois que vous serez sorti du lieu, vous aurez plus à vous en soucier. S'il a chasseur, il faudra maintenir la distance, mais Montré Jack vous incite au déplacement. Alors le truc, c'est qu'il faudra réussir à se déplacer de façon à laisser le chasseur à distance. C'est-à-dire que si vous êtes dans un scénario linéaire, vous inclinez, vous échappez à l'ennemi dans le lieu A. Dès que vous pouvez, avant la fin de votre tour, vous passez dans le lieu B. Face des ennemis, l'ennemi ne se déplace pas vu qu'il est incliné. Phase d'entretien, il se redresse. Tour suivant, vous quittez le lieu B pour aller dans le lieu C. Phase des ennemis, l'ennemi part du lieu A, arrive dans le lieu B, et tant que vous déplacez d'un lieu par round, vous n'êtes pas rattrapé. Maintenant, si vous avez des scénarios moins linéaires, vous pouvez aller du lieu A dans le lieu B. Round suivant, vous allez du lieu B dans le lieu C. Mais si le lieu C est connexe au lieu A, l'ennemi va aller direct de A à C, vous engager, vous attaquer. Donc il faudra voir dans chaque scénario si vous arriverez à semer vos ennemis. Mais cette carte-là, si vous l'avez par exemple au premier round, il est possible que que cette carte-là vous suffise pour gérer tous les ennemis du scénario, potentiellement. À noter, je disais, cette carte-là permet de gérer les ennemis avec la valeur de compétence de 5. L'agilité de Montré Jack, vous pouvez l'améliorer. Par exemple, Jeunet Borgard, qui donne +1 en intelligence et +1 en agilité. Donc là, vous serez à 6. Et éventuellement, vous attribuez dextérité, courage inattendu ou astuce. Voilà, vous avez je trouve que le fidèle fouet est très efficace pour laisser derrière soi les ennemis. Oui, autre chose pour laisser derrière soi les ennemis, s'ils sont chasseurs, on peut jouer, alors encore une fois j'ai pas la carte sous les yeux, Scout Ahead, donc partir en éclaireur, je dirais, quelque chose comme ça, un événement de niveau 0 qui coûte 1, perspicacité et ruse, se déplacer, déplacez-vous jusqu'à 3 fois, les ennemis ne vous engagent pas lors de ce mouvement. Voilà, vous laissez l'ennemi derrière vous, vous déplacez 3 fois, de sorte à arriver dans un lieu que l'ennemi chasseur mettra du temps à rejoindre. Alors sa faiblesse personnelle, secret enfoui, oui c'est bien ça, trait mystère, révélation, mettez secret enfoui en jeu dans votre zone de menace. Si votre lieu s'il est possible d'enquêter dans votre lieu, vous ne pouvez pas vous déplacer à part par des effets de cartes scénario. Action, enquêter. Si vous réussissez, au lieu de découvrir des indices, défausser secret enfoui. Si vous ratez, vous pouvez prendre 2 horreurs pour mélanger cette carte dans votre deck. Bon, mettre la carte dans la zone de menace, ok. Ne pas enquêter, le premier truc auquel j'ai pensé, moi, c'est porte verrouillée. Si vous avez porte verrouillée sur votre lieu, vous ne pouvez pas enquêter. Et donc, vous n'êtes pas coincé. Comme vous ne pouvez pas enquêter, vous pouvez encore vous déplacer. Et donc, l'action, il va falloir faire une enquête, avec une valeur de compétence de base de 4, et il faut réussir. Mais si vous réussissez, vous ne prenez pas d'indice, et vous défaussez la faiblesse. Si vous ratez,
vous pouvez... Il y a marqué vous make t. Oui, c'est bien, vous avez le droit. Donc vous avez le droit de subir 2 horreurs pour mélanger la faiblesse. Donc si vous ratez votre enquête, imaginons que vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 6, vous allez avoir du mal à réussir l'enquête. Et tant pis, c'est raté. Vous prenez 2 horreurs, vous mélangez la faiblesse dans votre deck et vous espérez que la prochaine fois vous la piocherez vous aurez à la résoudre dans un lieu avec une valeur occulte plus faible. Et dans les critiques, il y a une remarque. Voilà, on peut enquêter même s'il n'y a pas d'indice. Voilà, donc, cette faiblesse-là, que dire ? Si vous êtes dans un lieu à valeur occulte pas trop élevée, vous allez être tenté... si vous êtes dans un lieu à valeur occulte faible, vous effectuez votre action. C'est réussi, voilà, il vous a fallu une action pour vous débarrasser de votre faiblesse. C'est bien. C'est moins que pour beaucoup. Si le lieu a une valeur occulte moyenne, vous allez peut-être vous donner un petit boost. Par exemple, vous attribuez perception, vous enquêtez à 6 contre 3 et vous voyez si vous réussissez. Si le lieu est à valeur occulte élevée, vous allez quand même enquêter, parce que vous ne pouvez pas rester sans bouger, mais en lançant votre test, en entamant votre test de compétence, vous savez que vous allez échouer et donc vous allez vous prendre 2 horreurs. Alors Montré, il a une santé mentale de 6. Bon, c'est pas trop bas. Faudra envisager, vous prendrez 2 horreurs. Vous pourrez les mettre sur un allié. Une horreur sur l'allié, de sorte à ce qu'il meure pas. Une sur Montré Jack. Ou alors éventuellement dans le deck mettre la veste de cuir. Voilà. Bon, ça, je trouve pas que ça soit très gênant comme faiblesse. Alors comme d'habitude, j'ai pas encore enregistré ma vidéo d'introduction, que vous avez a priori déjà vue au moment où vous regardez cette vidéo, mais je continue à prendre la même structure, donc les cartes qui lui sont accessibles, il y en a un paquet. Je disais, Montré Jack, 4 d'intelligence, 2 de force, 5 d'agilité. Accès aux cartes chercheur, il est visiblement taillé pour l'enquête, du coup, on va commencer par parler de ce qu'il fait contre les ennemis. Et là, j'ai précisé évasion. Il a 2 en force, mais 5 en agilité, donc la gestion des ennemis, ça sera plutôt de l'évasion. Donc voilà, les cartes qui incluent les mots échapper, désengagé. Il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que j'ai noté ? Furtivité, la version de niveau 0, il n'a pas accès à l'autre. Un soutien qui coûte 2, trait talent, action inclinée furtivité, échappée A. L'ennemi choisi perd 2 d'évasion pour cette tentative d'évasion. Si vous échappez à cet ennemi avec succès, désengagez-vous de lui mais ne l'inclinez pas. Jusqu'à la fin de votre tour, cet ennemi ne peut pas vous engager. Vous faites une évasion à 5 contre valeur d'évasion moins 2. Vous avez quand même de bonnes chances de réussite et je pense notamment à un grand classique, la maigre bête chasseresse de la nuit. Maigre bête de la nuit chasseresse, m'embrouille toujours. Elle a 1 d'évasion. Tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Avec furtivité, la maigre bête perd 2, donc elle se retrouve avec une évasion de 0. Autrement dit, la difficulté est de 0. Tant que vous piochez autre chose que l'échec automatique, c'est réussi. Bon, par contre, c'est un ennemi qui est chasseur, qui va vous retomber dessus plus tard. On a ce faufilet de niveau 0. Ça coûte 2. Ruse, échappée A. Ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc vous avez tout simplement 9 pour votre tentative d'évasion. Et il vous faut réussir de 2. Vous avez quand même de bonnes chances. Au passage, tant que j'y pense, le fouet de Montré Jack, ça marche sur n'importe quel ennemi, même les ennemis élites. Donc imaginons qu'il y a un ennemi élite qui est 5, 5, 3, et vous allez l'attaquer avec une valeur d'agilité de 5 contre son
Ah non, c'est un mauvais exemple parce que vous attaquez contre sa valeur de combat. Enfin bref, toujours est-il, le fouet peut vous permettre d'échapper automatiquement à un ennemi élite. Donc disons plutôt un ennemi élite qui serait, je sais pas moi, 2, 5, 5, donc avec une évasion de 5. Vous faites une attaque avec votre 5 d'agilité contre son 2 de combat. Si vous réussissez, vous choisissez de lui échapper automatiquement, et voilà, vous avez échappé facilement à un ennemi élite, auquel il est normalement très dur d'échapper. Voilà, j'avais noté ces cartes-là. Alors ça, c'est quoi? C'est les cartes qui mentionnent les ennemis. Qu'est-ce que j'ai noté? Genet Borgard, qui est dans ce cycle, un allié biclassé, chercheur et truand, de niveau 3, qui coûte 5 ressources, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié et voyageur. Ouais, c'est bien ça, ou effaireur, c'est voyageur. Vous gagnez +1 en intelligence, +1 en agilité. Réaction, lors de votre tour, après que vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Genet Borgard, déplacez un indice ou un ennemi non élite depuis un lieu connexe vers votre lieu, ou vice-versa. Donc là, l'idée, c'est que quand vous déplacez, vous pouvez éventuellement déplacer un ennemi. Si vous êtes dans un lieu engagé avec un ennemi et que vous vous déplacez, en utilisant une action déplacement, vous prenez une attaque d'opportunité, vu que c'était une action de déplacement. Éventuellement, vous vous déplacez vers un lieu dans lequel il y a un ennemi. Quand vous entrez dans le lieu, l'ennemi vous engage. Avec Genet, vous déplacez l'ennemi vers le lieu dont vous venez, si je dis pas de bêtises. Non, vers un lieu connexe. Parce que déplacer depuis un lieu connexe vers votre lieu, ou vice-versa, donc depuis votre lieu vers un lieu connexe. Voilà, c'est ça, vous choisissez. Donc vous allez par exemple envoyer un ennemi dans le lieu connexe dans lequel il n'y a plus d'indice. Mine de rien, déplacer les ennemis comme ça autour de soi, c'est une façon de gérer les ennemis, surtout s'ils ne sont pas chasseurs. Et alors j'ai pas d'exemple très précis en tête, mais ça peut aussi permettre de gérer les indices si vous avez un ennemi qui a un effet du style quand il entre en jeu, retire un indice de son lieu ou mettez sur lui un indice qui était présent dans le lieu. Enfin bref, vous transférez les indices du lieu vers l'ennemi, puis ensuite soit l'ennemi vous le sortez du lieu. Enfin, je reprends. Si vous prenez les indices sur le lieu et que vous les mettez sur l'ennemi, potentiellement le lieu se retrouve sans indice et donc vous avez le point de victoire à la fin de la partie. Ou éventuellement vous déplacez l'ennemi pour qu'il vienne vers vous, vous le combattez, en le vainquant, vous récupérez ses indices. Voilà. En tout cas, une façon de gérer les ennemis, les déplacer. Autre chose, grâce à votre fidèle fouet, vous avez pu incliner les ennemis, attaque par surprise, vous dépensez 2 ressources, une action, vous infligez 2 dégâts à un ennemi. Voilà, dégâts sans test, faut payer. Et enfin, attaque par derrière, événement de niveau 0 qui coûte 3, trait tactique, combattre. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force, cette attaque inflige plus de dégâts. Vous payez 3, vous faites une attaque à valeur de compétence 5, en cas de réussite, vous infligez 3 dégâts d'un coup. Et donc, encore une fois, il doit y avoir d'autres cartes. Ah oui, bien évidemment. Pourquoi j'ai oublié de la mentionner. Sans grande surprise, le lexique occulte. Alors, il a accès aux 2 versions. Je crois que je le mentionne plus tard. Allez, mettons le lexique occulte de niveau 3. Le texte des rituels de sang peut être changé de 2 en 3, ou alors on mélange le rituel de sang après l'avoir résolu. Pour rappel, rituel de sang, hop, on pioche 2 cartes, on défausse jusqu'à 2 cartes, on paie des ressources pour infliger des dégâts directs. Donc, Montré Jack, il a son fouet pour échapper à beaucoup d'ennemis. Si à un moment donné, il doit vaincre un ennemi, ou il veut vaincre un ennemi par exemple, pour les points de victoire, il peut utiliser son lexique occulte. Voilà, maintenant, les indices, je pense, la principale utilisation de cet investigateur.
Donc bien évidemment il y a un certain nombre de cartes, vu qu'il a accès à plein de cartes chercheurs. Allez, on commence par une carte de ce cycle, Divination. Un soutien biclassé chercheur et mystique. Niveau 4, ça coûte 3 ressources. Alors il y a aussi une version de niveau 1, mais tant qu'à faire, je mets la version de niveau 4. Ça occupe un emplacement d'arcane, trait, sort et augure, utilisation 6 charges, action, enquêter. Pour cette enquête, vous pouvez utiliser la volonté au lieu de l'intelligence, lui il le fera pas, et vous gagnez plus 2 en valeur de compétence. Si vous réussissez, dépensez 1, 2 ou 3 charges, au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrez un indice dans votre lieu pour chaque charge dépensée. Si vous réussissez de 0, choisissez et défaussez 2 cartes de votre main. Alors si vous réussissez tout pile, vous perdez 2 cartes de votre main. Bon, c'est gênant mais pas trop grave. Par contre, vous enquêtez avec une valeur d'intelligence de 6, plus vos autres bonus éventuels. En cas de réussite, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 charges pour avoir jusqu'à 3 indices d'un coup. Alors il faut dépenser 3 charges, donc si vous faites ça, ça veut dire que vous n'aurez que 2 utilisations maximales de divination. Vous vous retrouverez à payer une action et 3 ressources pour jouer un soutien qui vous permettra une fois de trouver 3 indices, puis une autre fois de trouver 3 indices. Ouais, ça va pas être très régulier si personne n'est en mesure de vous recharger votre soutien, mais ça peut quand même vous permettre en une action d'avoir 3 ressources. Autre carte, Ion Chart, alors là, la traduction, aucune idée. Bon je vais pas essayer. Un soutien bicolore chercheur et truand qui est de niveau 4, pareil il y a une version de niveau 1, qui coûte 2 ressources. Icône d'intelligence, d'agilité et icône libre, ça occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet et relique, utilisation 3 secrets, action rapide, lors de votre tour, inclinez Ion Chart et dépensez un secret, choisissez et effectuez 2 des actions suivantes dans l'ordre de votre choix, se déplacer, échapper ou enquêter. Alors, ça permet tout simplement à 3 reprises d'effectuer 2 actions, donc c'est du gain d'action. Je vérifie rapidement. Donc voilà, en action rapide, vous avez le droit d'effectuer 2 actions. À noter, ce ne sont pas des actions basiques, donc ça peut être des actions inscrites sur des cartes. Dans le cas de montrer Jack, ça sera probablement enquêter, parce qu'il est là pour trouver les indices. Et même s'il est le seul investigateur et que donc il doit être polyvalent, ce sont les indices qui font avancer le scénario. Et si tout va bien, il a déjà utilisé son fouet pour échapper à un ennemi. Et déplacer pour avoir son effet de gain de ressources ou de cartes. Ça utilise des secrets, il a accès aux cartes chercheurs, donc il aura de quoi effectuer de la recharge en secret, si on le souhaite. Genet Beauregard, dont j'ai déjà parlé. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié de préciser, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Alors déjà, vous avez plus 1 en intelligence, donc vous êtes meilleur en enquête. Plus 1 en agilité, ça peut vous servir à enquêter. Et le fait de déplacer les indices, vous allez pouvoir amener les indices dans des lieux dans lesquels il est plus facile d'enquêter. Voilà, rien de plus à dire. Chercher des réponses de niveau 2. Il me semble, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, vu que c'est Norman Weavers, oui. Donc, événement de niveau 2 pour une ressource, enquêter, en cas de réussite, découvrez un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Là, c'est tout simplement la possibilité, en une action, d'avoir 2 indices. Alors, parmi votre lieu et les lieux connexes, si vous avez déplacé des indices avec Genet Beauregard, mettons que vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 6 et un seul indice, vous sortez de votre lieu, vous entrez dans un lieu qui a une valeur occulte de 3 et un indice, vous amenez, que je dise pas de bêtises, vous
Non, je dis des bêtises. Voilà, je reprends. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 6 et qui a un indice. Vous ne pouvez pas réussir votre enquête là. Donc vous sortez du lieu et vous entrez dans un lieu qui a une valeur occulte de 3 et qui a un indice. Si vous avez Genet-Beauregard, vous pouvez amener l'indice avec vous, et maintenant vous êtes dans un lieu à valeur occulte 3 avec 2 indices dedans, et vous vous débrouillez pour réussir vos enquêtes. Ou alors, si vous n'avez pas Genet-Beauregard, vous laissez l'indice derrière vous, et comme vous êtes maintenant dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, vous jouez cet événement. En cas de réussite, vous prenez un indice dans ce lieu et un indice dans le lieu connexe, qui a une valeur occulte élevée. Autre chose, le déplacement d'indices, c'est très bon pour décrypter la réalité. Un événement de niveau 5 qui coûte 4, trait perspicacité, enquêter, la difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Si vous avez décrypté la réalité dans votre deck, mais surtout si vous l'avez en main, à partir du moment où vous n'avez pas besoin de gagner immédiatement des indices, ça c'est le cas dans des scénarios dans lesquels pour entrer dans un lieu il faut des indices ou il faut avoir vidé le lieu précédent, si vous n'avez pas d'obligation, vous laissez un indice par lieu, et quand vous jouez cette carte-là, vous prenez un indice dans votre lieu, vu que vous avez réussi une enquête, puis un indice dans chaque lieu, les autres et votre lieu. Comme la difficulté c'est la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu, c'est le moment d'attribuer perception et ou déduction, ou alors n'importe quelle carte, chercheur ou truand qui a 2 icônes d'intelligence. Alors, dérobé du pack de Winifred Abamok, la version niveau 0, 4 ressources, ruse, enquêter, cette enquête utilise l'agilité au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, découvrez 2 indices supplémentaires dans votre lieu. Au lieu d'enquêter avec une valeur de compétence de base de 4, vous enquêtez avec 5. Et en cas de réussite, vous trouvez 3 indices d'un coup. Si vous jouez en solo, et je suis convaincu que mon trait de Jack est quand même plus taillé pour le solo, en tout cas qu'il est adapté pour le solo, plus que beaucoup de chercheurs. Bref, cette carte-là en solo, elle dit concrètement, vider un lieu qui a 3 indices par investigateur. Et les lieux avec plus de 3 indices par investigateur, c'est excessivement rare. Ça, c'est la carte que vous mettez dans votre deck en 1 ou 2 exemplaires, en prévision du scénario, qui vous dit vider le lieu qui a 3 indices par investigateur, conclusion 1, par exemple. Voilà, c'est le lieu pour vider complètement le déclencheur de la résolution. Alors en multijoueur par contre, si vous jouez en trio 3 indices d'un coup, c'est bien évidemment moins intéressant. Forcer l'entrée, vous enquêtez à intelligence plus agilité, autrement dit 9. En cas de réussite par 2 ou plus, vous pouvez échapper automatiquement à l'ennemi. Et quand vous jouez la carte, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous payez 2 pour enquêter à 9. Si c'est réussi, vous avez l'indice. Si c'est réussi de 2 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi dans le lieu en plus. Ça va être pour le cas où votre agilité de 5 ne vous suffise pas à échapper. Parce que là, donc concrètement, vous enquêtez avec une valeur de 9, et il vous faut réussir de 2 pour échapper à l'ennemi. Donc c'est comme, pour l'aspect évasion de la carte, c'est comme essayer de faire une tentative d'évasion à 7. Alors qu'avec votre fouet, vous faites une tentative d'évasion à 5. Et encore une fois, dans un deck montré de Jack, on aura très probablement des alliés qui boostent l'intelligence et ou l'agilité. Donc quand je dis vous faites votre test avec une valeur de compétence de 9, ça sera assez fréquemment 10 ou 11, plus tous les bonus que vous pouvez vous donner. Et enfin, oreille indiscrète, un événement assez peu joué je pense, qui coûte 1, trait perspicacité et ruse. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi.
En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Là c'est tout simple. Avec le fidèle fouet que je retrouve, voilà. Si vous réussissez votre attaque, vous échappez automatiquement à l'ennemi. Comme vous lui échappez, il est incliné désengagé. Il est désengagé, donc voilà. Il est non engagé. Maintenant, vous faites votre test avec votre valeur de compétence de 4 contre sa valeur d'agilité, enfin d'évasion. Et si vous réussissez, 2 indices d'un coup. Tout à l'heure, je citais la maigre bête de la nuit chasseresse, qui a 1 d'agilité. Vous l'attaquez avec votre fouet. Si vous réussissez votre attaque, vous lui échappez automatiquement. Et maintenant, oreille indiscrète, c'est un test 4 contre 1 en cas de réussite. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Et au passage, c'est une autre carte qui va être bien pour, comme dérobé, pour les scénarios dans lesquels on vous dit soit vous videz le lieu de ses indices et c'est conclusion 1, soit vous vainquez l'ennemi et c'est conclusion 2. Parce que si vous êtes dans ce cas-là, il y a un lieu à vider de ses indices, mais vous êtes engagé avec un ennemi, je pense par exemple au premier scénario du cercle brisé, si vous enquêtez, vous prenez des attaques d'opportunité. Alors si vous enquêtez avec dérobé, vous aurez besoin d'une enquête pour trouver les 3 indices, et donc vous prendrez une seule attaque d'opportunité, c'est pas un problème. Mais s'il vous faut plusieurs actions, vous pouvez finir vaincu par ces attaques d'opportunité. Là, vous entrez dans le lieu, l'ennemi vous engage, vous l'attaquez, donc éventuellement une action pour entrer dans le lieu, ou alors un effet d'action rapide pour entrer dans le lieu. Vous utilisez une action pour attaquer avec le fouet, et là évidemment vous donnez des boosts si vous pouvez. Si vous réussissez, vous inclinez l'ennemi. Vous utilisez oreille indiscrète. En cas de réussite, 2 indices. Et bien évidemment, c'est le bon moment pour attribuer déduction, parce que dans ce cas-là, en cas de réussite, les 3 indices, et hop, la conclusion. Voilà, donc, je l'ai dit, montrer Jack, il incite quand même au déplacement permanent. Donc on va voir les cartes qui le font se déplacer. Alors l'ordre des cartes, c'est tout simplement l'ordre dans lequel le site me les sort. C'est pour ça que je les mets pas par ordre de sortie, ou par niveau croissant, ou par utilité croissante. Non, je parcours la liste et je vois ce qui m'intéresse. L'Atlas ésotérique de niveau 2, un soutien chercheur qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et livre, utilisation 4 secrets, action, dépensez un secret, choisissez un lieu révélé éloigné de 3 connexions ou moins par rapport à votre lieu, déplacez-vous vers ce lieu. Et vous vous déplacez, mais par contre il faut aller vers un lieu révélé, donc un lieu que vous avez déjà visité. Et ça occupe un emplacement de main, vous avez déjà un emplacement de main utilisé par le fouet. Donc cette carte-là, je sais pas, peut-être quand vous jouez en multijoueur et qu'un autre investigateur a révélé un lieu, ou si vous avez notamment Luke Robinson qui se déplace de lieu en lieu et qui pose des ouvertures de portail, ou alors si à un moment donné vous voulez revenir sur vos pas. Par exemple parce que vous avez laissé un indice dans chaque lieu et que il vous reste toujours un indice à prendre. Deuxième carte éclaireur, le grand classique, je détaille pas. Action rapide, si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi, vous l'inclinez, vous déplacez vers un lieu connexe. C'est simple et très efficace. Par contre, si vous jouez les tabous, ça coûte 3 expériences. C'est cher, mais ça les vaut encore tout à fait. Surtout pour montrer Jack. Alors, en maître 2, si je ne joue pas les tabous, je les mets. Comme ça, à chaque fin de tour, j'ai ma carte et ma ressource. En jouant les tabous, ça fait 6 expériences pour la paire. Et si je joue solo, 6 expériences, ça commence à faire beaucoup. Je n'ai Borgard. Je vais pas insister encore une fois dessus. Alors là, c'est pas tellement vous déplacez-vous, mais comme vous déplacez les ennemis et les indices, vous
c'est pas vous que vous déplacez, mais c'est l'intérêt pour les lieux. C'est-à-dire, les lieux qui vous intéressent sont les lieux avec des indices, les lieux que vous cherchez à éviter sont les lieux avec des ennemis. Eh ben, Genès Beauregard déplace les indices, déplace les ennemis, pour que le lieu intéressant, ça soit le lieu dans lequel vous entrez. Voilà. Les bottes de promenade, randonnée, aucune idée, un des deux. Je crois que c'est randonnée, hiking. Bref, un soutien chercheur de niveau 1 qui coûte 2, traits, objets, vêtements et chaussures. Vous gagnez plus en agilité. Réaction après que le dernier indice est découvert dans votre lieu, inclinez les bottes, déplacez-vous vers un lieu connexe avec au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé. Du coup, quand il n'y a plus d'indices dans votre lieu, vous n'avez plus rien à y faire. Surtout si vous jouez en solo où il y a un tempo assez rude. En solo, on s'attarde pas. On peut à tout instant piocher la carte qui va nous bloquer, nous faire perdre le scénario, donc on s'attarde pas. Et cette carte-là, elle dit, il n'y a plus d'indices, pas de problème, hop, tu te retrouves dans le lieu suivant. Alors le lieu vers lequel on se déplace est soit un lieu non révélé, donc qu'on ne connaît pas, soit un lieu avec un indice, c'est-à-dire un lieu qui a de l'intérêt, en l'occurrence l'indice. Donc très bonne carte. Et le plus 1 d'agilité, vous êtes encore meilleur pour échapper aux ennemis avec votre fouet, encore meilleur pour trouver 3 indices d'un coup avec dérobé, et voilà. Très bonne carte pour lui. Alors l'ouvrage interdit secret révélé de niveau 3. Pareil, je passe vite, ça coûte 1, ça occupe un emplacement de main, il faut avoir traduit l'ouvrage interdit. 4 actions, inclinez-le. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Découvrez un indice dans votre lieu. Réduisez de 1 le coût de cette capacité pour chaque groupe de 4 cartes dans votre main, jusqu'à un minimum de 1 action. Alors clairement une carte pour l'archétype main pleine, mais en partant du principe que vous avez assez de cartes en main, pour réduire le coût à 1 action, éventuellement 2, allez mettons 1 action. Pour 1 action, vous vous déplacez, puis vous découvrez un indice dans votre lieu, sans test. Si vous jouez Abigail Foreman, vous pouvez répéter l'effet. Et si le lieu dans lequel vous êtes arrivé n'a maintenant plus d'indices, vous pouvez utiliser les bottes pour vous redéplacer. Mais ça demande de jouer un archétype main pleine. La pierre ancienne, pensée vagabonde, celle du renouveau. Donc pareil, il faut avoir traduit, la carte à utilisation X secret, X c'est le nombre inscrit, donc X c'est la valeur occulte du lieu quand on a fait l'enquête, sachant que quand on fait l'enquête, on donne de mémoire plus 3 de difficulté. Donc, on a 4 secrets si on avait identifié la pierre ancienne dans un lieu de valeur occulte 1, et beaucoup plus si on avait fait l'effort d'identifier la pierre dans un lieu à valeur occulte élevée. Bref, réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépense un nombre identique de secrets, déplacez-vous ce même nombre de fois. Alors, vous vous déplacez en réaction. Par contre, un truc à noter, réaction quand vous piochez des cartes. Quand on pense pioche de cartes, on pense en premier à la phase d'entretien, mais montrez Jack à la fin de votre tour, si vous avez commencé à un lieu de distance, à la fin du tour, donc avant la phase d'entretien, et c'est par rapport au début du round, donc le déplacement que vous faites pendant la phase d'entretien du tour N ne vous permet pas d'activer la réaction de montrer Jack au round N+1. Par contre, ça marchera, que je retrouve où j'en suis, voilà, ça marchera si vous piochez pendant votre tour. Imaginons vous faites une enquête, vous attribuez perception. C'est peut-être pas le meilleur exemple.
Je dis c'est pas le meilleur exemple parce que si on se déplace, je sais pas si on a quand même l'indice. Bon, prenons un autre exemple. Vous êtes engagé avec un ennemi. Vous souhaitez le vaincre. Vous jouez rituel de sang. Vous piochez 2 cartes. Immédiatement vous dépensez 2 secrets. Vous vous déplacez de 2 lieux. L'ennemi est engagé avec vous. Il reste engagé avec vous. Puis vous continuez la résolution de rituel de sang. Vous défaussez 2 cartes, vous payez 2 ressources, j'ai 2 dégâts à l'ennemi. Voilà. Donc, pierre ancienne, ça fait se déplacer en réaction à de la pioche, mais il faudra réussir à piocher pendant son tour pour que ça fasse gagner des Bon, j'ai tellement de fenêtres Firefox et d'onglets ouverts que mon ordi plante fréquemment. Je disais donc, la pierre ancienne, c'est vraiment génial pour montrer Jack, parce que c'est du déplacement en réaction. Pas besoin de dépenser de ressources, pas besoin de dépenser d'actions. Mais il faudra réussir à piocher pendant son tour pour que le déplacement soit comptabilisé dans la réaction de montrer Jack et fasse gagner carte ou ressources. Voilà, alors, ça met du temps à charger. Voilà, autre carte. Encore une carte de ce cycle, donc j'ai pas le titre en français. Rejoindre la caravane, je suppose. Un événement chercheur de niveau 1. Alors, les titres en français, par contre, je veillerai à bien les avoir pour les vidéos qui concerneront les cartes. Là, à côté de moi, j'ai les 3 cartes propres à montrer Jack. Quand je ferai mes vidéos sur, par exemple, cette carte-là et les 2 suivantes, j'aurai sous les yeux les 3 cartes ou la traduction française, si la traduction française a été mise en ligne. Mais là, j'ai pas les traductions parce que ce sont pas les cartes principales de la vidéo, on va dire ça comme ça. Donc, niveau 1, ça coûte 5, trait, perspicacité et synergie, rapide, jouez uniquement lors de votre tour, réduisez le coût de cette carte de 1 pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Alors, si vous avez une carte chercheur ou une carte truand en jeu, ça coûte 4. Si vous avez une carte de chaque classe, ça vous coûte 3. Et si vous avez mis des cartes multicolores, potentiellement cette carte-là est gratuite. Si cette carte-là est gratuite, l'effet est semblable à celui d'un raccourci, sauf que ça vous emmène dans n'importe quel lieu révélé. Et au passage, comme il n'y a pas marqué déplacez-vous, choisissez un lieu révélé, déplacez-vous vers ce lieu, d'un lieu à la fois, blablabla, moi je le comprends comme une téléportation. Donc il peut y avoir plein d'ennemis sur la route, vous êtes téléporté. Alors, comme chaque fois qu'on vous demande d'aller dans un lieu révélé, le problème c'est qu'a priori ça veut dire que vous êtes déjà allé dans le lieu, et dans la plupart des decks on ne retourne pas sur ces pas. 2 exceptions. Si vous êtes dans un scénario qui vous demande d'aller quelque part pour accomplir une tâche ou d'aller quelque part pour abandonner, ou tout simplement si vous faites un deck fait pour, là encore une fois, montrer Jack, entre Genet-Bourgard, décrypter la réalité, sa nécessité de se déplacer en permanence, il est quand même fort probable qu'il choisisse de ne jamais finir son round dans le lieu dans lequel il a commencé son round, voilà, de changer de lieu à chaque round, autrement dit, et donc qu'il laisse des indices quand il n'a pas réussi à tout retrouver, donc si on laisse des indices derrière soi, on veut revenir. Donc j'ai pas encore joué Montrer Jack, mais je m'imagine bien dire round 1 je suis dans le lieu A, enfin je finis le round 1 dans le lieu A, donc le round 2 je dois le finir dans le lieu B, le round 3 je le finis dans le lieu C, etc. etc. Éventuellement au round 7 je reviens dans A, au round 8 je vais dans C, etc. etc.
donc en gros, quelque part de cycler, de boucler dans les différents lieux. À partir du moment où vous ne dépensez pas trop d'actions pour vous déplacer, c'est pas de la c'est pas de la perte de tempo. Si vous vous déplacez sans dépenser d'action, vous ne perdez pas de tempo pour vous déplacer, et donc, si ça vous donne des avantages, faut pas hésiter. Autre carte, l'appel de la vérité. Ça coûte 1, à jouer uniquement si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi. Se déplacer, choisissez un lieu non révélé, déplacez-vous, ce coup-ci, un lieu à la fois, par le plus court chemin en direction de ce lieu jusqu'à ce que vous entriez dans ce lieu. Mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, si un ennemi vous engage ou si votre déplacement est bloqué. Alors cette carte-là, elle est un petit peu... c'est dur de prévoir à l'avance si elle va être bien efficace, parce que vous savez pas à l'avance à quoi va ressembler le plateau, à quel moment vous allez la jouer. Mais idéalement, ça va servir quand dans un scénario il y a un embranchement, vous êtes allé dans l'embranchement de droite, vous voulez maintenant aller dans l'embranchement de gauche, et vous choisissez un lieu non révélé dans l'embranchement de gauche, et vous retraversez tout l'embranchement de droite, vous arrivez au lieu central, et vous partez dans l'embranchement de gauche. Je pense notamment au premier scénario de Carcosa. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Raccourci, le classique, je vais pas détailler quand même. Alors, Archive of Conduits, Gateway to Acheron. Je vais pas prendre le risque de traduire. Donc c'est la carte. Ah oui, maintenant il y a un mot-clé. Oui, c'est ça, un mot-clé. Rechercher ou étudier, qui indique que ce sont les fameuses cartes à traduire. Donc il faut avoir traduit la carte. Cette carte-là est de niveau 4, elle coûte 4, elle occupe un emplacement d'arcane, rituel. Utilisation 4. Bon, je viens de vérifier sur Wikipédia, les lines apparemment c'est... alors en 2 mots, moi je l'ai trouvé en 2 mots, sont les alignements de sites, donc on va dire alignement, je sais pas. Encore une fois, j'aurai la bonne version quand je parlerai de la carte spécifiquement. Donc 4 alignements, limite d'un par deck. Action rapide, déplacer un alignement de ce soutien vers un lieu révélé. Action, choisissez un investigateur et un lieu révélé avec un jeton alignement. Cet investigateur se déplace dans ce lieu. Vous pouvez retirer le marqueur, le jeton, pour que l'investigateur fasse une action d'enquête. Donc vous avez révélé un lieu, vous mettez en action rapide un pion, et pour une action vous vous déplacez dans ce lieu. Si vous retirez le pion, vous faites en plus une action d'enquête. Alors là, je sais pas, mettons vous entrez dans un lieu, l'enquête est trop dure pour le moment, vous continuez votre chemin. Plus tard, vous dites, ça y est, maintenant j'ai mon plus 2 d'intelligence en bonus passif, j'ai perception en main, j'ai déduction en main. Allez hop, je me téléporte, je fais mon action d'enquête, et voilà. Ça peut aussi servir pour se téléporter. Quand un chasseur est sur le point de vous rejoindre et de vous attaquer, vous vous téléportez loin, comme ça il va devoir revenir sur ses pas, et vous pouvez essayer en vous téléportant dans différents lieux successivement, de faire tourner en rond votre ennemi. Et enfin, donc Scout Ahead, partir en éclaireur, je dirais. Ça coûte 1, j'en ai parlé tout à l'heure. Se déplacer, déplacez-vous jusqu'à 3 fois, les ennemis ne vous engagent pas lors de ce mouvement, lors de ce déplacement. C'est très bien. Vous n'avez plus rien à faire dans le lieu, vous repartez et vous pouvez même croiser des ennemis sans avoir à vous en soucier. Si vous êtes dans un bout de plateau un petit peu linéaire, vous êtes acculé, un ennemi s'approche de vous, vous tracez. Là, je pense tout de suite au scénario 2 de la civilisation oubliée, quand vous êtes dans les ruines, je crois que c'est ruines des Estli. Vous vous retrouvez dans un plateau linéaire, vous êtes tout au bout, et vous devez aller à l'autre bout.
vous jouez ça, hop, vous êtes déplacé 3 fois et vous ne vous souciez pas des ennemis qui sont sur le chemin. Alors, une façon de jouer Montrez Jack, une façon de jouer qui, moi, m'amuse toujours, c'est ce que j'appelle l'enquête à distance. Alors, dans ce cycle, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de cartes qui permettent d'enquêter du lieu A pour récupérer les indices dans le lieu B. Alors, le Autre Archive of Conduits, même principe, sauf que là on met les pions sur des ennemis non élites, et pour une action, on choisit un investigateur qui est engagé avec un ennemi qui a un pion sur lui, on se désengage, on se déplace vers un lieu connexe, et si on retire le pion, on échappe automatiquement à l'ennemi, sans se prendre d'attaque d'opportunité. Et ça vous permet par exemple de laisser derrière vous un ennemi, mais vous laissez aussi derrière vous les indices qu'il faudra récupérer. Alors les bots, je sais pas pourquoi je les ai mises là, donc je vais passer. Jeunet Borgard, j'en ai déjà parlé 3 fois. Vous pouvez déplacer, vous pouvez répartir les indices, donc les éloigner de vous, si vous avez un intérêt à ce qu'ils soient dans un autre lieu. Par exemple, vous les déplacez d'un lieu à valeur occulte élevée vers un lieu à valeur occulte faible. Le professeur William Webb, ça c'est sa version de niveau 2. Donc il coûte 3, il occupe un emplacement d'allié, trait allié et miskatonique, utilisation 3 secrets, réaction, quand vous enquêtez avec succès, inclinez le professeur William Webb et dépensez un secret, choisissez un objet, une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, vous pouvez découvrir un indice dans un lieu connexe. Votre lieu a une valeur occulte de 3, vous prenez l'indice dans un lieu qui a une valeur occulte de 6, tout en récupérant dans votre défausse une carte objet, a priori une carte objet qui va vous aider à réussir vos prochaines enquêtes. Alors ça, c'est un exemple de deck Mintifan derrière sa barricade, donc un deck que j'ai fait il y a assez longtemps, je pense. Enfin, quoique. Non, pas si longtemps que ça, vu qu'il est il utilise la dernière liste des tabous. Mais voilà, ça, c'est le style de deck enquête à distance que je faisais avant la sortie de ce cycle. Donc on a bien informé, un soutien qui permet pour une action d'effectuer une enquête mais dans n'importe quel lieu révélé comme si on y était. Chercher des réponses de niveau 2, j'y reviens pas. En une action, on trouve 2 indices dans son lieu et ou dans les lieux connexes. Établir des connexions, tout simplement pour 4, à jouer après que vous avez découvert le dernier indice dans votre lieu, découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Donc là, par exemple, ça va être une situation, vous êtes dans un lieu à valeur occulte faible, engagé avec un ennemi, vous lui échappez, vous lui échappez, vous sortez du lieu, vous entrez dans un lieu, dans ce lieu, il y a, mettons, 2 indices. Avec Jeunet Borgard, vous prenez un des 2 indices, vous le mettez dans le lieu dont vous venez. Avec votre 3e action, vous enquêtez dans votre lieu. Vous réussissez votre enquête, vous payez 4 ressources, vous prenez les 2 indices qui sont dans le lieu avec l'ennemi, et donc vous n'aurez plus besoin de revenir dans ce lieu. Position avantageuse, alors là, l'intérêt, vous jouez cette carte après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Le lieu perd -1 de valeur occulte jusqu'à la fin du tour de l'investigateur, et on peut y déplacer un indice de n'importe quel autre lieu. Donc, que je dise pas de bêtises, voilà. Vous sortez d'un lieu. Vous entrez dans un lieu. Vous révélez le lieu. Vous jouez, vous rendez compte que le lieu... Là, pardon. J'ai la langue un peu sèche. Vous entrez dans le lieu. Vous voyez qu'il a une valeur occulte de 1.
Vous jouez position avantageuse. La valeur occulte du lieu tombe à 0 jusqu'à la fin du tour. Vous y déplacez un indice. Vous utilisez la capacité de jeûner pour déplacer un indice du lieu que vous venez de quitter. Vous avez donc déplacé 2 indices vers ce lieu qui a maintenant une valeur occulte de 0. Et il vous reste 2 actions. Donc vous allez faire 2 enquêtes, dont 2 enquêtes dont une avec déduction. Et si vous piochez pas d'échec automatique, voilà, vous avez vos 3 indices. Ça peut aussi servir avec la carte suivante, voilà, décrypter la réalité dont j'ai déjà parlé. Quand vous faites vos enquêtes à distance, quand vous déplacez des indices d'un lieu à un autre, vous laissez un indice dans chaque lieu, si vous n'avez pas besoin de collecter absolument tous les indices pour avancer dans le deck Act. Et quand il y a un indice dans chaque lieu révélé, et si possible que tous les lieux sont révélés, mais même à partir de 3 lieux révélés c'est bon, vous jouez ça et vous raflez tous les indices. Et du coup je disais, position avantageuse, ça peut aussi servir si vous entrez dans un lieu qui n'a aucun indice. Vous entrez dans un lieu sans indice, vous prenez un indice d'un lieu qui en a 2, vous mettez l'indice dans ce lieu, et maintenant, l'autre lieu et celui-là ont chacun un indice. Vous êtes prêts à les vider tous les deux avec décrypter la réalité. Bon, je pensais pas que je passerais autant de temps sur cet investigateur. Alors, les cartes qui collectivement sont limitées à 5 exemplaires. Autrement dit, les cartes chercheurs de niveau 0. Dedans, il y a le cryptographe qui permet quand même de faire des enquêtes en diminuant la valeur occulte de 2. Bon, ça peut être très bon. Ça peut faire office de lampe torche. On a hyperconscience qui peut booster l'intelligence ou l'agilité, mais bon, après tout, on peut utiliser la version de niveau 2. On a le sérum d'amplification des rêves si vous voulez faire un deck main pleine. Par exemple, pour jouer le journal des secrets. On a travail de terrain, voilà, montrer déjà qu'il va se déplacer en permanence. C'est une carte qu'on a vraiment envie de jouer, mais si on en joue 2, on peut, si on en met 2 dans son deck, parce qu'après tout on peut avoir les 2 en jeu, et ça fait 2 des 5 places. L'appel de la vérité dont je parlais, c'est du déplacement, c'est toujours intéressant pour lui. La perfection vient de l'entraînement, voilà, il a quoi? Il a accès à déduction, de niveau 0 ou de niveau 2, l'œil de la vérité, bon, 5 XP quand même, perception de niveau 0 ou de niveau 2, casse-cou de niveau 0, porte-flingue a priori non, et maîtrise a priori non, voilà. Mais quand même déduction de niveau 1, c'est une carte qu'on aime bien chez ces enquêteurs. Maintenant, les cartes qu'on aimerait mettre dans son deck, mais auxquelles il n'a pas accès. Autrement dit, les cartes truands de niveau 1 ou plus. On a l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3 qui permet quand même de tutorer parmi X cartes. Flambeur, si vous voulez jouer friqué, c'est une carte qui vous permet, en misant on va dire 3 ressources, de gagner plus 2, puis en cas de réussite de récupérer ces 3 ressources. Donc par exemple, ça aurait été une façon efficace de se donner un bonus pour décrypter la réalité. Lola Santiago, bien sûr, quand on a un truand qui veut des indices, on pense tout de suite à Lola Santiago. Outils de crochetage de niveau 1. On devra se contenter des outils de crochetage de niveau 0. Bon, on a quand même la possibilité d'enquêter à 9. Donc la défausse ne devrait pas venir tout de suite. Pas de relation influente de niveau 3, il faudra se contenter de la version de niveau 0 si on veut jouer truand friqué. Pas de... Alors, Unscrupulous Loan, pas d'emprunt... emprunt louche, on va dire, qui quand même permet en une action de gagner immédiatement 10 ressources, très bon si on veut jouer friqué. Pas de vol à la tire de niveau 2.
Alors ça, c'est pas trop gênant parce que l'intérêt, c'est en cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, piocher une carte et gagner une ressource. Et beaucoup d'évasions de montrées de Jack, on espère qu'elles seront faites avec le fouet. Comme c'est une évasion automatique, il n'y a pas de question de réussite par 1, par 2 ou quoi que ce soit. Cible facile, une myriade et chaque exemplaire fait gagner 2 ressources et piocher une carte. Si vous jouez le premier exemplaire quand vous avez les 2 autres en main, c'est pour une action, 6 ressources et 3 cartes. À partir du moment où on en joue 2 d'affilée, c'est vraiment génial. Ce faufilet de niveau 2, tout à l'heure je parlais de la version de niveau 1, la version de niveau 2 peut récurser, ce qui est très bien. Pas de casse-cou de niveau 2 pour attribuer une autre compétence truand automatiquement depuis son deck. Pas d'élan il n'y a qu'une version d'élan qui permet quand même de diminuer la difficulté d'un test de compétence, d'autant de points que sa réussite. Et pas de sceptique si vous voulez jouer un deck béni ou maudit, a priori plutôt maudit. Et on arrive enfin à la dernière rubrique, la comparaison avec les autres truands enquêteurs. J'ai dit truand enquêteur, premier exemple que je donne c'est Ursula Downs, elle est 100% chercheuse, mais c'est une chercheuse très mobile. L'intérêt qu'elle a, c'est qu'après s'être déplacée vers un lieu, on effectue une enquête, une fois par round. Donc tant qu'elle se déplace, elle a une enquête gratuite, et elle a un allié signature, que je le retrouve. Voilà, Jake Williams. La première action se déplacer ou enquêter que vous effectuez à chaque tour ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Réaction, après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Jake Williams, piochez une carte. Donc, l'allié signature de base, il permet de pouvoir une fois par round se déplacer ou enquêter sans avoir à soucier du fait qu'on est engagé avec un ennemi, mais ça ne gère pas l'ennemi, donc il faudra le gérer autrement. A priori, demander aux combattants du groupe de s'en occuper. Et découvrir des lieux va faire piocher des cartes. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des gens je suppose qu'il y a des gens qui adorent Ursula en solo. Oui, elle n'a pas de base de solution de gestion des ennemis. Montré Jack en a une. Par contre, lui, il n'a pas le gain d'enquête. Finn Edwards, l'intérêt, alors lui c'est un truand qui peut inclure un peu de cartes chercheurs qui a 4 et 4 en intelligence et en agilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une action gratuite pour s'échapper. Donc il n'a pas inclus la carte qui le rend bon en évasion, mais il a le droit à une tentative sans toucher à une de ces 3 actions standard disponible à chaque tour. Voilà. Un exemple de deck Finn Edwards spécialisé en enquête pour faire un duo avec Mark Harrigan dans La Civilisation oubliée. Et donc là, son accès aux cartes chercheurs, c'est pour le cryptographe. Il va faire des enquêtes contre valeur occulte -2. Révélation stupéfiante pour recharger le cryptographe. Et voilà. Alors en gros, receleur plus produit de contrebande, ça va lui faire tutorer dans son deck, et c'est en tutorant comme ça qu'il espère révéler révélation stupéfiante. Voilà. Il peut aussi tutorer jour de paix pour avoir plein de ressources. Se faufiler pour gérer de façon répétée les ennemis. Et lui, il a accès à relation influente pour jouer truand friqué. Ah oui, un truc que j'ai pas précisé, relation influente de niveau 3, l'intérêt c'est qu'on peut le redresser. Donc Finn Edwards, qui lui aussi a qu'un de volonté, il peut utiliser relation influente pendant la phase de mythe pour réussir son test de volonté, puis dépenser 2 ressources pour redresser relation influente pour l'utiliser pendant son tour. Montrer déjà qu'il doit se contenter de la version de niveau 0. Donc s'il utilise
relation influente pendant la phase de mythe, il n'y a plus droit pendant son tour. Voilà. Trish Scarborough, 4 en intelligence, 4 en agilité. Elle, son truc, c'est que en découvrant un indice, dans un lieu dans lequel il y a un ennemi, soit elle échappe à l'ennemi, soit elle découvre un deuxième indice. Donc, elle est aussi dans cette logique de semer des ennemis derrière elle pour que ses découvertes d'indices soient plus efficaces. Et je trouve que ça incite aussi à de l'enquête à distance. Voilà, un exemple de deck, là c'est pour un trio. Et donc on voit beaucoup d'événements, notamment chercher des réponses de niveau 2, notamment établir des connexions, forcer l'entrée, rapport des services de renseignement. Tiens, j'aurais pu en parler tout à l'heure, ça pour l'enquête de Monterey Jack. Et dédoubler pour dédoubler les événements. Un autre exemple de deck, bon je pense que globalement l'idée est la même. Et voilà, 1h20 d'enregistrement, avec comme d'habitude les petits plantages. Donc Monterey Jack, il faudra avoir de quoi résister au test de volonté. Moi ma réponse classique c'est relation influente. Il est bon en enquête, il est bon en évasion, sa carte signature lui permet de tuer assez facilement les petits ennemis, parce qu'après tout, je vérifie, donc il fait un combat avec son agilité de 5. Donc c'est une action de combat qui est aussi facile pour lui que quand Mark Harrigan tire avec un Colt 32 sans bonus, ou quand Roland Banks, qui a 4 de base, attaque avec une arme qui lui donne seulement +1. Donc c'est une assez bonne solution, en tout cas pour un début de campagne en standard, pour gérer les ennemis. Et puis voilà, on le fait se déplacer au maximum pour gagner des ressources, piocher des cartes, et on met dans son deck des cartes qui vont permettre de récupérer des indices dans les lieux qu'on a laissés derrière soi, ou pour amener les indices avec soi. Et encore une fois, quand je ferai les 5 decks, je lui ferai un deck solo. Parce que de ce que j'ai vu, c'est vraiment celui qui me semble le plus indiqué pour le solo. Bon voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des remarques, poser des questions, je sais pas, donner des listes de decks si vous avez déjà fait des listes de decks pour lui. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur le petit pouce en l'air, comme disent nos amis québécois. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.